Très bien. Bonsoir à tous. Bienvenue au webinaire organisé par l'Institut Mémétis. Nous sommes ravis de vous accueillir ce soir. Je m'appelle Solène Montanari, j'exerce en tant que psychologue et également en tant que formatrice dans cet institut. Et j'ai le grand plaisir de vous accompagner pour ce nouveau webinaire de ce soir qui a pour thème la dissociation d'origine traumatique, dialogue entre clinique et recherche. Je profite également de cette occasion pour vous annoncer le prochain congrès de Mimétis qui aura lieu au Sable d'Olonne du 29 au 31 mai 2025. Et le thème de ce sixième congrès est la transe psychotraumatique à la transe thérapeutique, la puissance du lien. Mais ce soir, nous avons donc le plaisir de recevoir, pour intervenir sur ce sujet, qui est la dissociation d'origine traumatique, dialogue entre clinique et recherche, Damien Fouque, qui est psychologue, psychothérapeute en TCC, EMDR et superviseur en TCC. Il est également docteur en psychologie, professeur des universités en psychologie clinique et psychopathologie. Il est également directeur du laboratoire de psychopathologie et processus de changement, le LPPC, si je me trompe pas, à l'université Paris 8 à Saint-Denis. Nous avons pour échanger avec Damien Stéphane Roy, psychologue, formateur et directeur adjoint de l'Institut Mimétis, formateur à la TLMR et à l'hypnose. Avant de leur laisser la parole, je vais juste préciser que cette intervention va durer environ une heure et demie, et il se passera en deux temps. Donc, un premier temps autour des échanges entre Damien et Stéphane. Et ensuite, un deuxième temps, vous allez voir, il y a un petit chat à côté. Pour ceux qui connaissent, il n'y a pas besoin d'explication. Pour ceux qui ne connaissent pas, ben voilà, vous pourrez poser des questions en lien avec cet échange et je les reprendrai et on les posera à la fin de ce webinaire et voilà, qui pourront être posées aux intervenants. Il faut savoir que ce webinaire sera accessible en replay gratuitement sur le site de l'Institut. Et comme ça, vous pourrez soit le revoir ou le voir et le transmettre aux personnes qui pourraient être intéressées. Voilà, je vous souhaite un bon moment de découverte avec Damien Fouque et Stéphane Roy. Donc, à vous deux, je vous souhaite un bon moment de partage, euh, de regard sur ce sujet très intéressant. Bien, merci beaucoup Solène pour, pour ta présentation. Damien, si tu me permets, je me permets de prendre la parole tout de suite, juste pour euh, juste en introduction, pour dire que en fait, je suis particulièrement heureux, ravi qu'on puisse avoir cet échange ensemble tous les deux ce soir, parce que même si finalement on se connaît de très longue date maintenant, on pourrait dire, Ouais. on n'a finalement jamais eu véritablement l'occasion de travailler ensemble d'une manière ou d'une autre, ou d'échanger de manière tout simplement plus approfondie sur un sujet. Et c'était vraiment l'occasion rêvée lorsque j'ai proposé à Damien, déjà dans un premier temps, il y a quelques mois, hein, de participer à notre futur congrès, qui aura lieu donc, comme le disait Solène, l'année prochaine, et Damien sera présent pour y intervenir. Et puis ensuite, un peu dans la continuité, dans la foulée, de lui proposer aussi, dire, ça serait l'occasion qu'on puisse avoir cet échange dans le cadre des webinaires que Mimetis organise. Et donc, on s'est mis d'accord sur cette thématique, puisque je crois savoir, Damien, c'est pas hasardeux, c'est que cette thématique, elle t'intéresse particulièrement, et c'est là où je voulais en venir, et je voulais peut-être te poser la question tout simplement, et que tu puisses euh, peut-être nous dire en quelques mots, en introduction, finalement, qu'est-ce qui t'a amené à t'intéresser à ce sujet, cette thématique qui est la dissociation d'origine traumatique. Très Si c'est bien, OK oui, de démarrer là-dessus. oui, avec plaisir, Stéphane. Tout d'abord, bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être là. Merci, Stéphane, Solène. Merci à Mimétis de m'avoir invité pour qu'on échange ensemble sur cette question de la dissociation traumatique qui m'intéresse, qui me questionne en fait depuis un certain nombre d'années maintenant. Et c'est pour moi aussi également un plaisir que d'avoir l'occasion, cette opportunité d'échanger avec toi sur cette thématique-là. Donc, tu me demandes comment je suis venu à m'intéresser à cela.
Ouais. En fait, j'y suis venu lors de À l'époque, j'étais psychologue hospitalier. Je travaillais en tant que psychologue clinicien dans un service de psychiatrie adulte et on me demande de recevoir une patiente euh, qui était hospitalisée chez nous suite à un long parcours psychiatrique où elle avait été prise en charge par de nombreux établissements avec de nombreuses thérapeutiques médicamenteuses reposant sur différentes hypothèses diagnostiques très fluctuantes. Quand elle arrive dans notre service, l'hypothèse qui semble tenir depuis un certain temps, c'est celle d'un trouble schizophrénique. Et cette patiente a notamment un syndrome hallucinatoire qui malheureusement répond mal au traitement psychotrope. Elle est hospitalisée chez nous pour qu'un des médecins spécialistes de cette question intervienne. Et après avoir vu cette patiente, ce médecin me demande d'intervenir en me disant que il n'adhère pas trop à cette hypothèse diagnostique de schizophrénie et il aimerait un autre avis. Donc, je vais voir cette patiente qui était très déprimée, en plus de son syndrome hallucinatoire, hein, qui avait fini par l'épuiser. Puis finalement, je ne vais pas vous raconter tout, mais bref, il s'avère que à l'occasion de cet entretien clinique, elle évoque avec moi tout un tas d'événements traumatiques multiples, répétés, horribles, une enquête assez fine, phénoménologique du contenu de ces hallucinations associées à ces antécédents traumatiques nous a permis de comprendre que ce n'étaient pas des hallucinations au sens propre du terme, mais des symptômes résultant d'une forme de dissociation traumatique qui étaient en fait des équivalents de flashback ou de Absolument. reviviscence. Et du coup, Mhm. reconsidération du diagnostic et bien sûr de la prise en charge thérapeutique. Alors, moi, à l'époque, je n'étais pas du tout sensibilisé ou spécialisé aux questions psychotraumatiques, ou pas plus que ça, pas plus que ce qu'on m'avait appris dans ma formation initiale et dans ma formation de thérapeute à l'époque qui n'était que TCC. Et c'est grâce à cette patiente que c'est ouvert pour moi tout ce champ d'investigation autour de mes donc, des diagnostics différentiels. Donc, on passe certainement à côté de plein de patients ayant des symptomatologies traumatiques qu'on diagnostique mal, donc qu'on traite mal, etc., etc. Absolument. Et puis, j'en suis venu après à me former à l'EMDR et donc à approfondir la question de la dissociation. Et voilà. Et donc aujourd'hui, je suis enseignant-chercheur et je travaille toujours sur les questions de syndrome psychotraumatique en lien avec la dissociation et aussi des phénomènes de ce qu'on appelle la croissance post-traumatique. Hein. C'est-à-dire que, Mhm. certes, euh, c'est affreux, horrible et ça crée des symptômes extrêmement douloureux, mais on peut se remettre d'un traumatisme. Et je préfère la notion de croissance post-traumatique à celle de résilience, pour ce Ouais, qui... c'est Voilà. intéressant. On pourra peut-être tout à l'heure, dans le déroulé, on va revenir. Je pense que c'est une question très importante. Si tu me permets, juste, je rebondis parce que, en termes d'anecdotes, si je peux parler comme ça, finalement, tu vois, on pourrait dire ta rencontre, en fait la découverte avec ce qu'est la dissociation et puis tout ce qui en a suivi derrière, ce que tu en as appris, quoi tu t'es formé. En fait, c'est un petit peu la même histoire me concernant, ayant aussi un parcours d'une vingtaine d'années en tant que psychologue en milieu hospitalier, psychiatrique en particulier. Et de la même manière, en fait, je suis rentré un peu dans le dur de la dissociation parce que cette histoire, enfin, à laquelle j'ai en tête, je m'en souviens encore comme si c'était hier, et c'est là où j'ai découvert ce que c'était évidemment sans le savoir. C'est à la rencontre d'une patiente, en fait, et je n'avais pas compris, je ne comprenais pas pourquoi sur son dossier, alors peu importe, je vais taire les noms, hein, je vais les modifier, mais sur son dossier, son nom officiel, c'était Chantal. Et quand je la rencontre, elle me dit, je m'appelle Yvette. C'était assez perturbant. Et c'est la première fois, je crois, que je rencontrais chez quelqu'un une symptomatologie dissociative sévère, ce qu'on appellerait aujourd'hui un trouble dissociatif de l'identité, puisque en séance,
elle pouvait dissocier énormément, mais quand je dis dissocier, c'est-à-dire pouvoir passer d'une part à une autre, hein, après des états de personnalité qui étaient très marqués et très séparés les uns des autres, jusqu'au point où, n'ayant pas à cette époque-là, il y a une petite vingtaine d'années, l'arsenal thérapeutique, confronté à une dissociation massive chez cette patiente qui, à un moment, au cours d'un échange, euh, m'a identifié comme étant son agresseur, hein, puisqu'elle avait été abusée euh, voilà, de manière répétée et prolongée pendant des années et des années dans son enfance et m'avait identifié. Et cette expérience m'a énormément marqué et je m'en souviens suffisamment encore aujourd'hui pour me dire que ça a été mon premier pas dans le monde de la dissociation au contact, un peu comme toi, c'est-à-dire d'une histoire marquante. Parce que moi, l'expérience que j'en avais à l'époque, je sais pas, et puis tu me diras ce que tu en penses, mais la dissociation ayant à l'époque que peu de formation dans le champ de de la psychotraumatologie, pour moi, la dissociation était surtout l'équivalent était surtout un mécanisme de défense. Euh, et grâce quand même un peu aux formations, notamment en hypnose, après la dissociation pouvait être aussi, je veux dire, une dissociation thérapeutique, c'est-à-dire que est quelque chose qui peut aussi être une dissociation tout à fait normale, mais je ne connaissais pas encore la dissociation de ce qu'on appelle traumatique ou d'origine traumatique. Et c'est pour ça que peut-être il peut être intéressant, non, qu'est-ce que tu en penses, peut-être de reprendre ce qu'on entend sur le continuum, peut-être ce qu'on entend par ce qu'est la dissociation, peut-être dans un sens un peu générique, un peu général, peut-être, pardon, peut-être ce qu'on appellerait la dissociation de la vie quotidienne, et Mm. puis comment sur le spectre, le continuum, on arrive à ce qu'on appelle la dissociation d'origine traumatique aujourd'hui, voire les cas les plus graves des fragmentations du moi, comme on pourrait dire, dans le, comme dans le trouble dissociatif de l'identité complet ou partiel. Hein, Mhm. Alors, bah, déjà, rien que la manière que tu as de présenter les choses euh, oui, est déjà extrêmement intéressante parce que tu dis de nous parler du continuum jusqu'à. Donc ça veut dire déjà que tu te réfères à une des théories de la dissociation, qui est la théorie dite du continuum. oui, Et c'est un des problèmes qu'on a avec, avec la notion de dissociation en psychologie, c'est que, absolument. alors tu vois, moi j'en savais encore moins que toi quand j'ai rencontré cette patiente. Moi, je savais ce qu'était à peu près l'état de stress post-traumatique, mais pour moi, la dissociation, c'était mes cours de psychopatho et c'était la schizophrénie. Tu vois, c'est Oui, la dissociation, la Spaltung de Bleuler, etc. Et pour moi, je ne rattachais même pas cela à la notion du trauma. Donc, c'est grâce à cette patiente que j'ai lu et que j'ai commencé à voir qu'il n'y avait pas que du trauma simple ou de l'ESPT, mais qu'il y hmm, avait ce fameux trauma complexe, donc dissociation, etc. Puis grâce à des rencontres aussi dans des univers professionnels, je pense à Marianne Kedia, qui a été une des psychologues assez pionnières hein, en France à réinterroger en fait ce qu'il y avait dans les travaux de Pierre Janet hein, et absolument. voilà n'avait pas fait beaucoup d'émules. Et là, on est dans les années 2000, je sais pas, 7-8 à peu près. Donc, et Marianne m'a aussi orienté et c'est là que j'ai redécouvert Janet. Et c'est chez Janet, en fait, qu'on trouve la dissociation. Donc, si tu me permets, je vais faire un petit Ouais, détour par avec Janet. plaisir, et puis on pourra échanger là-dessus avec plaisir. Voilà. Et puis justement, je rejoindrai après l'idée du continuum. Donc en fait, Janet, dans l'automatisme psychologique, décrit parfaitement ce qu'on entend aujourd'hui, en gros, par dissociation, enfin une certaine école de la dissociation, Oui, telle qu'elle est reprise essentiellement en Europe, notamment l'école néerlandaise, autour oui. de gens comme Onno van der Hart et Ehlert, dont je ne sais jamais prononcer le nom, mais qui s'écrit Ni Genius. et voilà, mais qui ne doit pas se prononcer comme ça, paraît-il, mais je ne suis pas néerlandophone, donc voilà, je dirais nigénuis, pardon. Mais donc, il se revendique d'ailleurs des travaux de Janet, et Janet explique que donc on est fin 19e, début 20e, hein, notre cerveau, notre psychisme passe son temps, quand tout va bien, à faire une synthèse entre les éléments que l'on perçoit de notre environnement, de notre monde interne, et qu'on sait les situer
comme nous appartenant et pouvant se situer dans l'espace et dans le temps, c'est-à-dire qu'il y a un passé, un présent, un futur, et qu'on est la même personne traversant ces époques, et que on intègre et on passe notre temps à associer. C'est ça ce qu'il appelle la synthèse psychologique. Et il dit que dans certains cas particuliers, la synthèse ne peut plus se faire. Et il évoque donc des chocs émotionnels, ce qu'on pourrait. Alors, bien sûr, c'est une terminologie du fin 19e, hein, mais ce sont des événements traumatogènes, hein, clairement, aujourd'hui, dans un contexte aussi dit de misère psychologique, comprendre une fatigue, un affaiblissement. Bref, il y a des contextes où le cerveau n'arrive plus à faire cette activité de synthèse. Et c'est là qu'il y a une dissociation au sens d'une rupture, c'est-à-dire qu'il y a une partie des éléments qui ne sont pas intégrés dans la conscience, qui vont disparaître du champ de la conscience dans ce qu'il appelle le subconscient, qui n'a pas grand-chose à voir avec l'inconscient freudien, mais voilà, qui n'est pas accessible à la conscience, et que c'est Isabelle Saillot, hein, qui est la grande spécialiste de Janet en France aujourd'hui, qui explique bien et qui synthétise bien les travaux de Janet, qui explique que ces informations non intégrées disparaissent du champ de la conscience comme un processus de siphon et entraînent avec elles une forme très rudimentaire du soi, une perspective à la première personne. Et donc, ça constitue ce que Janet appelle des idées fixes, qui n'ont rien à voir avec ce qu'on appelle aujourd'hui des fixes, des obsessions, etc., mais qui, du coup, peuvent rester dans le subconscient et faire de temps en temps irruption dans le champ de la conscience. Et on appelle ça aujourd'hui des intrusions, des flashbacks. Mais que du coup, l'événement traumatique crée une division de la personnalité, et c'est cette division qu'on appelle dissociation qui marque donc une division de la personnalité. C'est cette hypothèse qui est reprise par l'école néerlandaise, et ces gens-là, Van Erhard, Steele, sont très critiques vis-à-vis de l'approche nord-américaine, disent qu'on ne devrait utiliser le mot dissociation uniquement dans un contexte d'étiologie traumatique et de division de personnalité. Bon. Ça, c'est Janet, début 20e. Effectivement, oui. J'entends tout à fait. Et, d'ailleurs, de mémoire, je crois que lorsque tu parlais d'intégration, de synthèse, hein, enfin, en tout cas, de mon point de vue, mais je dirais que ces manifestations-là, quand on parle d'intégration, de synthèse, Janet parle de réalisation aussi, ou de présentification, c'est-à-dire avoir conscience du réel, du présent tel qu'il est, tout en ayant dans un continuum passé, présent, futur, comme tu le disais. Oui. Je sais que c'est à moi que ces choses arrivent. Euh, euh, je dirais qu'elles sont, pour moi, elles sont premières, c'est-à-dire, si je peux me permettre de dire les choses comme ça, c'est-à-dire que naturellement, je dirais d'abord, tu vois, puisque tu fais référence à Van der Hart et qu'on ne devrait utiliser que dans le cas de la pathologie, tout comme je dirais que naturellement, spontanément, je dirais ce qui relève du vivant, l'unité, je ne sais pas comment le dire, l'unité, l'unicité, l'unification est aussi première pour moi chez l'être humain, et d'ailleurs on pourrait dire dans les espèces de manière vivante, et que ce qui relève du trauma et de la dissociation, j'ose espérer, relève plutôt de l'exception, euh, mais qui n'est pas représentatif. Par contre, c'est un modèle intéressant, effectivement, euh, pour comprendre ce qui se fait normalement et naturellement en termes de processus chez un individu où la synthèse, comme tu le disais, se fait bien. Alors oui, c'est vrai, j'ai dit, puis je te relaisse la parole, c'est vrai que tout à l'heure, j'ai dit, bah, je parlais de continuum, je sais, il y a deux écoles. Certains disent, bah, il y a un continuum avec des degrés. Voilà. Et puis d'autres disent, non, dès qu'on parle de dissociation, effectivement, c'est réservé. La dissociation, c'est pathologique, quoi, en gros. C'est ça. Alors ça, c'est J'ai quand bien même compris. c'est l'école néerlandaise qui, semble-t-il, en tout cas aujourd'hui en France, fait le plus d'émules dans le champ des gens qui travaillent sur le psychotrauma, je pense en EMDR, et voilà, par exemple, hein. Mais ça n'est Ouais. que ma vision des choses. En tout cas, c'est vraiment pas le modèle dominant à l'international.
Mhm. Donc, si je reprends un peu le cours de l'histoire, donc Janet, Oui. nul n'est prophète en son pays, et les travaux de Janet vont probablement être éclipsés par ceux de Freud. Mhm. C'est amusant d'ailleurs parce que euh, Freud avait d'abord postulé une étiologie traumatique, réelle au Oui. névrose, la neurotica. Puis, il avait abandonné l'idée, disant non, ça ne peut pas être réel, c'est uniquement fantasmatique. Certains disent qu'à la fin de toute fin de sa vie, il était quand même revenu sur une hypothèse d'étiologie réelle. Bon, bref, mais donc, en gros, le phénomène de dissociation de Janet a été, comment dire, masqué et confondu peut-être avec le refoulement chez Freud. Pourtant, ce sont des choses radicalement différentes. Les travaux de Janet vont quand même se propager, avoir un certain succès, mais c'est pareil, je ne sais trop pour quelle raison, mais c'est expliqué, hein, il y a des articles qui l'évoquent, mais on va effectivement garder le terme dissociation en Europe, notamment autour de Bleuler, comme un terme spécifiquement réservé à la schizophrénie, pour parler d'une Oui. espèce de fragmentation de la personnalité. Or, c'est pas ça la dissociation traumatique de Janet, pas du tout. Parce que déjà, la dissociation chez Janet, elle est réversible. C'est-à-dire qu'on peut toujours après réassocier. Alors que la schizophrénie, il y a beaucoup plus de fragmentation pour le coup, mais sans cette possibilité de réunifier. Donc, c'est pas le même processus. Et puis, les Oui. travaux de Janet vont être complètement oubliés et ils vont être redécouverts aux États-Unis dans les années, on va dire 80, grâce comme toujours, hein, enfin, le grand boom des travaux sur le psychotraumatisme, on le doit aux vétérans de la guerre du Vietnam, hein. Absolument. Et c'est là qu'on a déterré les travaux de Janet, mais on a effectivement donné une définition beaucoup plus élargie de la notion de dissociation qui englobe, et là on est dans la théorie dite du continuum, Oui. autour de gens comme Putnam, etc., qui disent que finalement la dissociation, c'est une altération de l'état de conscience Mhm. qu'on peut avoir tout un chacun. C'est la fameuse phénomène de, voilà, vous êtes dans les transports en commun, dans un métro, un bus, vous êtes absorbé par la lecture de votre livre et vous n'entendez pas la sonnerie, vous ratez votre station. Voilà, vous étiez absorbé, c'est déjà une forme de dissociation, c'est-à-dire que de perturbation de l'activité de conscience qui est fluctuant. Donc on peut appeler ça l'absorption. Il y a l'hypnose. Et- Alors, moi, je ne suis pas hypnothérapeute, tu pourras certainement nous en parler beaucoup mieux que moi. Donc voilà, ces phénomènes normaux, l'absorption dans des rêveries, etc. Et puis, jusqu'à des formes là qui deviennent pathologiques. Et là, on rejoint l'étiologie traumatique, c'est-à-dire que pour la théorie du continuum, il n'y a pas besoin de trauma pour avoir certaines formes de dissociation. Bien sûr, le trauma va provoquer aussi des dissociations, mais voilà, ça commence par l'absorption de la conscience jusqu'à ben, le PTSD, le trauma complexe et jusqu'au trouble et- dissociatif de l'identité. Absolument. Si je reviens sur un point, pour être tout à fait transparent avec toutes les personnes qui sont présentes ce soir, j'avais proposé à un moment à Damien que ce webinaire s'intitule, et vous allez voir la complexité, c'était imbuvable comme titre, mais ça parlait bien de ce que ça parlait. À un moment, j'ai proposé à Damien, je lui ai dit, on pourrait appeler ce webinaire euh, accordage, désaccordage, réaccordage, association, désassociation, réassociation, cohérence, dissonance et de nouveau cohérence, c'est-à-dire pour mettre en avant justement ce mouvement assez spontané et naturel où en fait, et encore c'est un parti pris que je prends, c'est-à-dire que c'est pas comme si on avait deux cases bien tranchées, mais c'est que plutôt l'individu passe la plupart de son temps justement dans un mouvement perpétuel entre je suis associé, j'ai des expériences de dissociation, je réassocie. D'ailleurs, c'est la grande différence, comme tu le disais, c'est-à-dire des fois, quand on compare, on parle de dissociation et d'hypnose, sans avoir besoin d'en savoir beaucoup sur la question de l'hypnose. À la différence, c'est que le travail en hypnose cherche à réassocier la personne, là où, quand on parle de dissociation, dans sa version pathologique, le problème, c'est que ça devient quelque chose qui devient rigide, figé,
et qui Avec prend le commandance. dessus et le pouvoir, hein, en termes de, comme on dirait quand on a l'habitude de poser des diagnostics, en termes de fréquence, de durée, d'intensité. Eh Hein, oui. c'est les fameux critères qu'on nous a appris quand on était plus jeune. Et donc, évidemment, c'est plutôt dans un mouvement de va-et-vient que ça s'inscrit. Et là, tout d'un coup, bah oui. Sauf que quand on parle, il y a des degrés différents. Alors, quand on parle de dissociation d'origine traumatique, c'est ça qui a fait tout d'un coup la grande différence. Moi, je me souviens l'expérience à l'hôpital en particulier, hein, mais combien de patients, c'était caricatural. Quand j'ai commencé à découvrir et à mieux comprendre ce que c'était que la dissociation traumatique et non pas schizophrénique. Mm. J'ai commencé à regarder les dossiers des patients et là, quand j'ai commencé à comprendre que une liste comme ça de traitements en tout genre, qui avait été essayée dans tous les sens et qui n'apportait que peu d'effets. Je me souviens un jour un psychiatre, déjà un ancien, un ancien enfin, je veux dire d'expérience, quoi, je veux dire, déjà me disait, déjà il faut se poser la question, est-ce qu'on n'est pas dans une histoire, dans un vécu traumatique, dans une histoire traumatique qui prend des couleurs de psychose. Et alors, il utilisait même le terme, je ne sais pas si on l'utilise beaucoup aujourd'hui, mais je me souviens, il parlait parfois, même disait, on est carrément, elle me dit, c'est pas un diagnostic dans les manuels, et il parlait de psychose traumatique, parfois, dans le sens où c'est comme le Canada Dry, pardon, pour les plus jeunes, le Oui. Canada Dry, je ne sais pas si c'est encore, enfin, en tout cas, ça a la couleur, ça y ressemble, mais c'est pas tout à fait la même chose que c'est pas de la psychose, justement. Donc, c'est intéressant, ces différences de point de vue. Une chose est sûre, c'est que dans notre expérience, la dissociation, quand même, s'invite particulièrement, je ne sais pas ce que tu en penses, particulièrement quand même dans les degrés, dans les traumas plutôt de type, enfin, elle est d'autant plus importante dans les traumas, ce qu'on appellerait aujourd'hui, ce qu'on appelle les traumatismes complexes. Oui. Euh, elle s'invite davantage que dans les expériences de type traumatique, peut-être, alors si on reprend les exceptions, trauma, que j'aime pas trop en fait, mais trauma type 1 ou euh, trauma unique, euh, ce qui peut-être parfois, enfin, toujours sujet à discussion. Mais ce qui est sûr, c'est que la dissociation est très présente quand on voit chez des patients où ils ont des gros problèmes de régulation émotionnelle, des difficultés interpersonnelles, euh, et aussi des problématiques, puisque c'est le sujet aussi, évidemment, quand je dis depuis quoi, allez, peut-être au moins une bonne vingtaine d'années, on a revisité Janet, mais on a aussi beaucoup revisité Bowlby et les troubles, ce qu'on appelle l'attachement, les troubles de l'attachement, qui font partie de la panoplie parfois de ces patients, justement, où la dissociation traumatique est, euh, est à l'œuvre, j'ai envie de Et oui. dire. Hein. Et oui. Et ça, on a une. En France, c'est Johanna Smith qui, Oui, qui fait partie des gens qui ont développé et qui développent encore la thérapie ICV, hein, intégration du cycle de la oui, vie, nouvelle thérapie, ouais. Qui étudie pas mal ces liens entre dissociation, régulation émotionnelle et attachement. Parce que finalement, effectivement, tu vois, je suis tout à fait d'accord avec toi, dans les traumas dits de type 1, c'est-à-dire un événement unique, limité, circonscrit dans le temps, c'est-à-dire qu'un début et une fin, on n'a quand mm, même pas les mêmes conséquences sur l'organisation de la personnalité qu'un trauma dit de type 2, c'est-à-dire des événements multiples, répétés, souvent de nature relationnelle, et c'est ça qui donne des tableaux de trauma complexes. C'est vrai aussi que ça invite à avoir une définition élargie de ce qu'est un trauma. Il y a les mm, traumas par commission, c'est-à-dire on a fait oui, des choses, on a subi des choses que l'on n'aurait pas dû subir, mais il y a aussi, et ils sont bien sûr moins visibles, moins apparents, mais des traumas par commission. Enfin, comme il y a les symptômes positifs et négatifs de la schizophrénie, il y a ce qu'on a eu en plus que la norme et il y a ce qu'on a eu en moins que la norme. Et c'est là que les carences et les oui, négligences, mm, des omissions, pourrait-on dire, sont pourvoyeuses de troubles de l'attachement, de difficultés de régulation émotionnelle et de dissociation, finalement,
Ça, c'est très Oui, bien montré par les travaux de Liotti, et très bien résumé et repris et développé par Johanna Smith dans plein de ses ouvrages en français. Oui, tout à fait. Tout à fait. ouais. Hein, c'est que on observe effectivement dans les cas particuliers de ce qu'on appelle aujourd'hui, alors aujourd'hui, pardon, hein, quand je dis aujourd'hui, c'est parce qu'en fait, c'est des termes anciens, mais que l'on revisite aujourd'hui, je veux dire, hein, mais ce qu'on appelle les expériences aversives. Oui. La vie, hein, c'est le terme un peu générique qu'on pourrait utiliser pour toutes ces expériences dont tu parlais, négligence, voilà, omission, comme tu le résumais là à cet instant très très bien. Je veux dire, sont des expériences aussi qui peuvent être tout à fait aussi délétères. Et qu'est-ce que peut faire, on pourrait dire ça comme ça, je veux dire, si on s'intéresse un instant un peu sur le plan psychopathologique et comment ça s'inscrit dans le temps. Je veux dire, nous sommes voués, puisqu'on fait le lien avec l'attachement, on en parlait un instant tout à l'heure, je veux dire, oui, nous sommes quasi, enfin, on pourrait dire ça, non, phylogénétiquement déterminés à s'attacher. Enfin, je veux dire, c'est intrinsèque chez l'individu et que on voit bien, notamment puisque la dissociation est aussi très à l'œuvre, c'est ce qu'on observe hein, dans les types d'attachement, de type plutôt désorganisé en particulier, où c'est là où, je veux dire, ça flambe, hein, c'est très important, où on voit bien comment s'en sortir autrement que par un mécanisme quand même qui remplit sa tâche, en tout cas dans un premier temps, lorsqu'il s'agit à la fois de s'orienter vers ce qu'on appelle le pourvoyeur de soins, c'est-à-dire le donneur de soins qui va nous cajoler, nous réconforter, nous sécuriser, parce qu'on parle d'attachement et de sécurité, nous sécuriser, et en même temps dans l'imprévisibilité qui est aussi l'objet de mes terreurs de mes peurs et qui est totalement imprévisible dans sa manière d'agir dans ma direction. Je veux dire, Oui. on peut presque dire que déjà, je veux dire, je veux dire, quand je dis une dissociation en veut une autre, c'est pas pour être dans la comparaison. Ce que je veux dire, c'est que je suis déjà, par exemple, si je prends la place d'un enfant qui vit ce genre d'expérience déjà de manière très précoce, euh, je veux dire, la dissociation est là bien avant qu'elle se mette en œuvre de manière pathologique chez lui, en fait. C'est-à-dire qu'il est déjà dans un monde dissocié, en fait. Je veux Mhm. dire. Et que la dissociation est déjà à l'œuvre, en fait. C'est-à-dire, d'où la grande difficulté que l'on a avec nos patients parfois, c'est-à-dire comment les amener à percevoir euh, que ce n'est pas qu'une question, je pourrais dire ça comme ça, de symptômes. Bien sûr, les symptômes de la dissociation, on les connaît, ils peuvent s'exprimer, et notamment à travers ce qu'on appelle des troubles dissociatifs, la dépersonnalisation, la déréalisation, ce genre de choses, par exemple. Mais la dissociation devient, alors c'est ce que certains dans les théories de la dissociation structurelle, même si je ne l'aborde pas de la même manière, la dissociation, je veux dire, ils sont dans un monde qui s'est structuré, qui est déjà structuré par la dissociation. Et ce qui est assez terrible, mais c'est comme ça, c'est-à-dire à la fois j'ai besoin de soutien, de présence et qu'on m'aide, et en même temps, comme je le disais tout à l'heure, c'est la même personne qui, je veux dire, qui est censée me sécuriser, qui est en même temps, j'ai envie de dire, qui adopte des comportements punitifs, voilà, et dissociants, en fait. Hein. Qu'est-ce que je peux faire d'autre que d'essayer de créer, de chercher un peu de cohérence dans un monde qui est complètement incohérent, en fait. Et je crois que c'est ce que permet la dissociation d'une certaine manière, c'est-à-dire supporter je ne sais pas ce que tu en penses, mais j'allais dire, pour terminer, supporter la maltraitance euh, du monde dans lequel je vis, qui est un monde dissocié et dissociant, qui a des impacts sur moi, évidemment, hein, dans mon développement. Supporter la maltraitance, toujours moins pire que de me retrouver seul, isolé, abandonné, seul au monde, d'une certaine manière. C'est là où je mettrai en avant, je veux dire, mécanisme protecteur dans un temps, évidemment, mais qui s'inscrit dans la durée, et qui se rigidifie et qui devient dysfonctionnel en se chronicisant. Euh,
Oui, c'est sûr. Et là, ça revient au problème de quand on utilise le mot dissociation, finalement, Oui, bah, il y a plein d'acceptions et c'est tantôt un trait, un état, un symptôme, et tantôt ce que tu décris là, c'est-à-dire qu'un mécanisme d'adaptation, un mécanisme de survie, en fait. oui, Et exactement. tout ça est vrai, mais tout ça réuni avec un seul et unique vocable, ça n'aide pas à s'y repérer dans la Mais clinique et dans la et recherche non plus d'ailleurs. t'as absolument raison, et c'est bien le problème aussi. Je veux dire, on en parle assez régulièrement. Quand on parle d'hypnose, alors c'est pareil, hein, je parle, l'idée, c'est pas de dérouler, je veux dire, qu'est-ce que l'hypnose? Je serais bien incapable de pouvoir définir très clairement. Mais justement, de quoi on parle? Et est-ce que tu l'as dit, est-ce que c'est un processus? Est-ce que c'est un état? Euh, euh, est-ce que c'est un mécanisme? Est-ce que c'est un objectif recherché? Est-ce que c'est une condition préalable? Bref, on pourrait faire, et on fait le parallèle. Et d'ailleurs, c'est peut-être pas par hasard si trauma, dissociation et hypnose, historiquement, ont toujours et se sont toujours accompagnés l'un l'autre, puisque Ouais. on Ouais, ouais, ouais. observe, on observe, et certains l'ont dit bien avant nous, on observe en hypnose, dans l'état hypnotique, on observe des phénomènes, justement, comme des phénomènes, on appelle des phénomènes hypnotiques dans un cas, ce qu'on pourrait appeler des phénomènes dissociatifs dans le cas des traumas complexes, c'est-à-dire avec parfois des hypermnésies ou des amnésies, euh, des phénomènes hallucinatoires, des perturbations motrices ou sensorimotrices. C'est ce qui fait que certains ont pu dire à un moment, oh là, attention, hypnose, l'hypnose peut-elle, le risque de l'hypnose n'est pas d'accentuer justement là, les phénomènes dissociatifs déjà présents chez ces patients, sachant qu'on a une bonne connaissance sur le fait que on sait aujourd'hui qu'ils sont euh, assez suggestibles quand on parle d'hypnotisabilité. Oui, Euh, oui. mais hypnose ou pas hypnose, je veux dire, hein, toute forme d'approche psychothérapique qui prend en charge ce type de patient, euh, que ce soit de l'hypnose ou pas de l'hypnose, on l'observe. C'est-à-dire qu'il peut y avoir une espèce d'engagement, de fascination aussi de la part du patient et d'attachement peut-être, voilà, attachement de par l'insécurité, un attachement, je veux dire, qui devient une forme de dépendance au thérapeute ou qui oscille entre un attachement massif dans la dépendance et puis qui peut osciller avec du rejet. Hein, ça, on l'observe chez les patients, notamment qui présentent un trouble état limite, notamment. D'ailleurs, ça m'intéresse, je ne sais pas si c'est un sujet sur lequel tu te questionnes aussi. Justement, des fois, je sais que la frontière est un petit peu mince hein, entre lorsqu'on parle on fait le lien entre la présence de la dissociation dans le cas de vécu traumatique, notamment dans les traumas notamment complexes, puisqu'on parlait de cela, et dans le cas du trouble de personnalité borderline, justement. Alors oui, Hein. ouais, c'est une Ouais, vaste ouais, question qui fait débat d'ailleurs dans la communauté psychopathologique. Pour certains, il ne s'agit que d'une seule et même chose, c'est-à-dire que le trauma complexe et trouble borderline, c'est exactement la même chose. Les oui, arguments qui vont dans ce sens-là, c'est qu'il y a des études qui montrent jusqu'à 90% de patients souffrant de troubles borderline chez lesquels on retrouve des antécédents traumatiques infantiles, et d'autres qui pensent que non, ce sont deux troubles qui peuvent coexister de manière distincte. Moi, mon opinion, en tout cas de clinicien, c'est que oui, euh, ça m'a toujours aidé dans ma conduite de thérapie auprès des patients diagnostiqués à limite de les penser comme des traumas, comme souffrant de traumas complexes. Parce que je m'étaye sur les recommandations de Janet, hein. Enfin, traitement en trois phases, stabilisation, développement des ressources, psychoéducation, puis on traite les mémoires traumatiques. oui, Alors là, on dispose de pas mal d'outils aujourd'hui, hein, hypnose, TCC, EMDR, ICV. Et puis alors, il y a un développement exponentiel de thérapeutiques spécifiquement ciblées trauma
dont on peut se réjouir ou s'inquiéter, je ne sais pas. Enfin, encore faudra-t-il quand même faire un effort de validation de ces approches et de vérifier qu'elles sont quand même euh, opérantes, thérapeutiques, efficaces et en tout cas qu'elles font plus de bien que de mal aux patients. Et troisième phase, d'intégration dans la vie du patient, de comment je fonctionne. Moi, ça fait 30 ans que je fonctionnais avec ce mécanisme-là, mes conduites dissociantes, mes prises de risques, etc. Bah maintenant, c'est qu'est-ce que je fais de ma vie? Il y a une espèce de Mhm. vide. Et que finalement, j'en viens, et pour en avoir parlé avec pas mal de collègues, on partage ce point de vue-là, c'est-à-dire que dans des fonctionnements comme ça, l'ingrédient numéro un de la thérapie, c'est probablement la relation thérapeutique dans tout ce qu'elle va avoir, de, comme tu décrivais, parfois des forts mouvements d'idéalisation, de rejet, etc. Et que justement, on va pouvoir corriger, réparer, penser, PAN, Mhm. probablement justement les fameuses commissions qui n'ont pas été là. Parce que non, les omissions, pardon, parce que les actes commis, je trouve que c'est entre guillemets plus facile à désensibiliser en thérapie Mhm. que enlever quelque chose que quelque chose qui n'a pas été donné, je trouve que c'est beaucoup plus difficile. En tout cas, avec mes outils classiques, je trouve que c'est beaucoup plus difficile. Bon, je crois qu'aujourd'hui, on est tous assez d'accord pour dire que notamment, ce qui est souvent le plus difficile à traiter dans dans le champ du trauma, ce qui est le plus difficile à traiter, évidemment, c'est les situations où la relation humaine est impliquée et donc altérée. Ouais, Soit par malheureusement le trop, enfin, c'est-à-dire l'excès de quelque chose, ou soit par évidemment, je veux dire, l'absence, hein, parce que je veux dire, il y a plusieurs cas de figure, hein, je veux dire, l'autre peut être présent et maltraitant, ouais. très concrètement, quoi, hein, c'est-à-dire psychologiquement, physiquement, etc. L'autre peut être présent, euh, mais j'ai envie de dire aux abonnés absents. Mm, C'est-à-dire, ça crée un vide aussi. Évidemment, on ne l'a pas dit, mais je veux dire, la dissociation se nourrit du vide, hein, parce que le corps, la vie n'aime pas le vide, hein, donc on cherche à remplir. On pourra presque dire que la dissociation, c'est une manière de remplir quelque chose qui ne s'est pas rempli. Et quand je dis qui ne s'est pas rempli, c'est quoi? Bah, je pourrais dire c'est la relation qui ne s'est pas faite, hein, mm, une relation ajustée, on va dire. mm, Mais l'autre peut aussi briller par son absence. mm. Et l'absence crée aussi un vide dont se nourrit d'une certaine manière la, la dissociation. Donc, évidemment, il y a plusieurs configurations possibles. Et qu'est-ce que, dans tous les cas, et tu l'as très bien dit, je veux dire, quelle que soit l'approche, et c'est la raison, et c'est aussi pour ça, nous, ce que l'on développe là, à travers la thérapie du lien et des mondes relationnels, qu'on développe beaucoup à l'Institut, euh, si cette approche s'intitule thérapie du lien, c'est que bien évidemment, eh bien, c'est d'abord celui-là, c'est lui qui est premier, et ça va être comment on va rentrer en relation, mais rentrer en relation, sachant que les obstacles à pouvoir rentrer en relation sont majeurs. Il se passe quoi chez les patients qu'on rencontre, dont on parle depuis tout à l'heure? J'ai mis l'exemple en tête, c'est certainement, je veux dire, le rejet, la faute, la honte qui est présente, autant d'obstacles pour nous laisser rentrer, nous, en tant que thérapeutes, dans leur monde relationnel qui s'est construit bien souvent, comme je le disais, bah, oui, qui s'est construit déjà au préalable sur une dissociation, sur du dysfonctionnement, sur de la dissonance, sur du désaccordage, sur de la dissociation. Donc, Oui, et il me semble que c'est pour ça que les prises en charge de ces patients-là sont forcément longues. oui. Parce Alors, que, je suis heureux pardon, je te laisse terminer et puis je reprendrai. voilà, parce qu'effectivement, il faut le temps que le patient se sente à l'aise, en confiance, en sécurité et tester la solidité du thérapeute. Alors, avec ce qu'il est, hein, il n'y a pas de thérapeute parfait, il ne faut pas que le thérapeute soit parfait, mais que la relation soit suffisamment sécure
pour Oui, que le patient accepte de passer à un stade ultérieur de thérapie. Et ça peut prendre chez certaines personnes beaucoup, beaucoup de temps. Plus le trauma est profond, ancien et marqué, plus c'est long. plus c'est long. Oui, et je suis bien content de t'entendre dire ça, euh, puisque c'est vrai, on a vu émerger, je vais essayer d'être nuancé dans mes propos. Euh, on a vu émerger beaucoup d'approches psychothérapiques, euh, peut-être vantaient les mérites, je vais dire, d'un traitement rapide et efficace du psychotrauma. Alors, le psychotrauma, bah, évidemment, depuis 40 ans, est revenu très en force et malheureusement aussi plus récemment parce que les événements de vie, les attentats notamment, malheureusement, bah, ont été aussi d'une certaine manière, c'est maladroit donc je vais le dire, mais aussi ont été l'occasion bah, de revisiter, de redécouvrir et de mieux comprendre toute cette problématique. Euh, mais aussi dans des sociétés comme la nôtre, où il faut aller vite et être efficace. Mais Ouais, ouais, justement, ouais. j'ai bien envie qu'on dise que non, c'est d'être un thérapeute, comme disait l'autre, pardon, Winnicott pour ne pas le citer, il disait une mère suffisamment bonne, c'est-à-dire être un thérapeute suffisamment bon, mais pas aller dans le sens de la perfection, bien évidemment, mais aussi que ça prend du temps. Je veux dire, donc, les recettes miracles, je veux dire, peut-être dans certains cas, c'est pour ça que de quel trauma on parle, de quel est le degré de dissociation, je pense que c'est important d'être en capacité de pouvoir les poser, ces choses-là, hein, d'être repéré, et ça, il faut se former pour ça. Ouais, il faut se former, et des formations sérieuses au traitement des psychotraumas les plus complexes, c'est des formations qui prennent quelques années et qui nécessitent aussi. Tiens, c'est un sujet intéressant, ça aussi, et qui nécessite aussi un gros travail sur lui-même chez le thérapeute. Parce que si la relation, je veux dire, est première et qu'elle a été altérée dans les cas, notamment et ça s'exprime chez les patients présentant une dissociation, des troubles dissociatifs, inévitablement, c'est cette relation qui très rapidement, peut-être passer après une petite lune de miel, c'est cette relation qui va être remise en question en permanence dans la relation thérapeutique. Et c'est là où le thérapeute il est confronté bah, à tous ces enjeux, tous ces phénomènes, je veux dire, le rejet, l'impuissance, l'abandon, euh, le sentiment d'impuissance qui peut être très présent chez le thérapeute dans la prise en charge de Oui. de ces patients. Donc, gros travail sur soi aussi et sa capacité en tant que thérapeute à pouvoir se laisser traverser, je dirais aussi, par sa propre dissociation, y compris en séance, entre je sens bien chez moi il y a à la fois une partie de moi qui aimerait pouvoir faire ça avec ce patient et une autre partie de moi où il y a beaucoup de peur, d'inquiétude et que je me débat avec justement cette propre dissociation chez le thérapeute. Et c'est un vrai travail d'apprentissage que d'apprendre au thérapeute de pouvoir utiliser aussi, moi je trouve, apprendre au thérapeute à utiliser ses propres phénomènes de dissociation lorsqu'il s'invite, y compris en séance. C'est intéressant, bah, je trouve, parce que c'est tout d'un coup comment faire basculer ce mécanisme-là, qui est souvent, bah, enfin, quand on dit décrié, c'est-à-dire l'observation pathologique, et de pouvoir dire comment est-ce qu'on peut aussi l'utiliser. Des pratiques, alors on parle de l'hypnose, mais moi j'aimerais dire les pratiques attenant, enfin je veux dire qui s'intéressent au phénomène hypnotique. Parce que finalement, les phénomènes hypnotiques, on les retrouve dans plein d'approches thérapeutiques. Alors, certaines vont les utiliser de manière spécifique, d'autres moins spécifiques, Mhm, mhm. mais bah, évidemment, la dissociation va s'inviter. Et tu l'as dit, ce qui est premier, c'est d'abord de s'occuper, d'installer une relation thérapeutique de qualité. Mais d'ailleurs, c'est ce que les patients, quand on les interroge, je sais plus la mémoire que j'en ai des études qui sont menées sur le sujet, c'est ce que viennent chercher. Je dis pas après avec toutes les difficultés et les murs qui vont se hisser entre le patient et nous,
pour pouvoir le faire. C'est normal, c'est naturel, hein. Je veux dire, la confiance, ça se décrète pas, hein, on va dire. Mais viennent chercher ça, je veux dire, viennent chercher aussi d'abord une relation sécure Oui, avec leur thérapeute. C'est la première chose souvent qui est dit au-delà de l'approche. oui. Et c'est pour ça que c'est important, moi je pense, hein, de ne pas confondre, c'est-à-dire la technique, elle est au service de la relation et pas l'inverse, en fait. Oui, complètement. On est complètement d'accord. J'ajouterais, je suis complètement d'accord avec toi, une formation spécifique pour repérer ces phénomènes-là. Et je redirai un mot parce que Ouais, euh, avec plaisir. sur les symptômes positifs et négatifs, si tu me le permets. Et j'ajouterais donc un bon degré de connaissance, enfin, être en capacité d'observer, de se dissocier pour le coup, en observant, comme le dit Kunji dans l'Alliance thérapeutique en TCC, Hmm. regarder le patient, regarder le lien entre le patient et nous regarder en même temps. Donc, évidemment, c'est un Absolument. peu difficile. Et alors, plus que jamais, une pratique supervisée et intervisée. Parce que, d'une part, c'est toujours aidant pour avoir un regard tiers, pour voir ces zones d'ombre et ces angles morts. Pascal Brion, quand elle me raconte comment est pratiquée au Québec la supervision, c'est un modèle rêvé, c'est-à-dire que les thérapeutes se filment et amènent leur séance. Et on peut, comme ça, regarder. Tiens, là, regarde, Oui. qu'est-ce qui se passe là? Et hop, je pense que ce que tu décris, enfin, je rêve, moi, d'un modèle de super. Là, déjà, en France, la supervision n'est pas assez développée. Et il faudrait la faire de cette manière-là. Et ça, on sort du champ du trauma, même si c'est essentiel dans le trauma. Moi, à l'époque où, dans ma pratique, c'est devenu effectivement la plus grande partie de mes patients souffraient de trauma complexe. C'est là que j'ai compris qu'il fallait aussi que je prenne soin de moi parce que le trauma vicariant chez les psys, ça existe. Bah, Et parmi les ressources, j'étais bien content d'avoir et mon groupe d'intervision et ma superviseuse parce que je crois que c'est indispensable, notamment dans la clinique auprès de patients souffrant de traumas complexes. Mais je pense que c'est vrai pour toute pratique psychothérapeutique, mais euh, particulièrement. absolument. C'est intéressant vraiment que tu ailles sur ce sujet-là. Je trouve le temps passe très vite là, mais euh, Ah oui. c'est vrai qu'on a décrit, quand tu parles de trauma vicariant, moi j'ai découvert cette notion, on va dire, il y a maintenant quelques années. C'était, comment, je crois que c'était Babette Rothschild euh, qui, qui avait commencé, qui parlait de ça il y a un peu moins enfin, il y a une petite vingtaine d'années, effectivement. Et on voit bien, alors je parlais de continuum tout au début, là, peut-être je vais encore parler de continuum d'une certaine manière. Euh, où on parle beaucoup d'épuisement professionnel, euh, euh, et particulièrement, on l'observe, hein, là, les études à l'appui, hein, il y a beaucoup de sujets là il y a beaucoup d'études sur ce sujet-là, c'est-à-dire en particulier dans la prise en charge des troubles les plus sévères, et les troubles qu'on décrit depuis tout à l'heure font partie des troubles les plus sévères. Et comment on va passer petit à petit, sans y prendre garde, d'un épuisement professionnel lié à une dose excessive de stress, à petit à petit à passer à ce qu'on appelle de mémoire à une fatigue Compassion. compassionnelle, hein, c'est ça, de compassion, en arrivant tout d'un coup à ce qu'on appelle un traumatisme secondaire, c'est-à-dire où on commence à développer quelques symptômes identique à l'état de stress post-traumatique. Comme me disait un jour une patiente qui est une soignante et qui me disait, mais j'ai les mêmes symptômes que mes patients en fait. Et sauf que le problème, c'est que ça leur est arrivé à eux, et ce qui leur est arrivé, ça ne m'est pas arrivé à moi. Donc, comment par contagion, et c'est ça qui est terrible, hein, c'est par contagion, contagion émotionnelle, excès d'empathie, au bout d'un moment, ou plus de pouvoir de ressources suffisantes, comment le professionnel en arrive, comme tu le disais, à une forme de traumatisme vicariant, c'est-à-dire de prendre sur soi et à sa charge une histoire, des vécus et ses effets, alors que, mais de manière indirecte, puisque
ça n'est pas arrivé à moi. Et aujourd'hui, hein, il y a des liens très forts qui sont faits, hein, notamment si on parle de traumatisme vicariant, c'est comment tout d'un coup cette histoire devient la mienne. Et c'est pour ça que c'est important, je trouve, sur le plan quand on prend en charge. Je disais, hein, tu l'as dit tout à l'heure, j'ai été sensible à ça, c'est-à-dire faut être attentif, il faut faire attention à soi, prendre soin de soi, ce qu'on Oui, appellerait aujourd'hui faire de l'auto-soin aussi, hein, c'est-à-dire, et je trouve que ce que tu as mis en avant, et ça c'est un élément important, je trouve, quand tu parles tout d'un corps, tu dis s'observer, observer l'autre, euh, observer, nous observer. Je rajouterais, c'est-à-dire je mettrais même, c'est juste pour compléter, hein, tout simplement, hein, je mettrais même, euh, quand l'autre agit, interagit vers moi, j'observe les effets que ça a chez moi. Quand j'interviens, j'observe en retour les effets que ça a chez lui. Et évidemment, le troisième point, on observe ce qui se passe et ce qui ne se dit pas de manière implicite dans la relation et qui ne peut pas s'exprimer comme ça spontanément avec des mots faire preuve alors on pourrait parler de réflexivité d'une certaine oui, manière, c'est ça, hein, réflexivité en action, je sais plus, je crois, on pourrait dire ça comme ça. oui. Euh, on peut parler aussi, je sais que dans le travail, enfin beaucoup dans ce qu'on développe, dans l'approche qu'on développe, que je citais, on aborde beaucoup la question autour de ce qu'on appelle de centration-décentration, c'est-à-dire de pouvoir avoir un pied dedans, un pied dehors, de pouvoir se regarder travailler. Je crois vraiment que c'est un élément central dans toute forme d'approche psychothérapique. Je pense que un thérapeute qui se forme, c'est pas l'histoire d'une vie, mais presque. En réalité, pour faire un thérapeute, notamment quand on prend en charge des troubles aussi complexes, que sont le trauma, les troubles dissociatifs, les troubles de l'attachement, et que ça nécessite justement de pouvoir continuer à toujours faire ce travail d'observation et d'auto-observation. Ça me paraît central. Et puis, moi, je trouve qu'il y a un autre élément, et aussi là-dessus, on travaille beaucoup là-dessus, dans notre manière de pratiquer, c'est de pouvoir, ce qu'on appelle, tu sais, externaliser. C'est-à-dire, externaliser, c'est très simple hein, à comprendre, c'est-à-dire c'est notamment en particulier dans le champ du trauma, évidemment, la personne est envahie déjà. Donc c'est comment pour pouvoir travailler à peu près confortablement, évidemment, c'est pas à zéro d'intensité, mais pour pouvoir travailler plus confortablement, c'est comment, bien sûr, en instaurant une relation de qualité, euh, c'est travailler avec, par exemple, quand on travaille avec une scène, si on est amené à travailler une scène traumatique, comment la travailler en la mettant à l'extérieur. En fait. Hein, je pense Mhm. que ça, c'est important. Il y a différentes façons de faire, mais c'est comment, regardons ensemble et observons ce qui s'y passe et comment, de l'extérieur, cette scène euh, interagit sur vous, sur moi. Et parce que c'est bien le problème, c'est-à-dire dans le trauma, c'est-à-dire que tout est déjà présent en fait, à l'intérieur de la personne. Et l'idée, c'est, tu l'as dit tout à l'heure, et c'est un peu ce qu'on fait là quand je le décris, c'est-à-dire c'est une dissociation en fait. Mhm. C'est une dissociation, mais à visée thérapeutique. Et je pense que c'est important. Je mettrai un troisième point, c'est aussi d'apprendre à travailler dans le présent. Je pense que ça, c'est important. On dit souvent, le trauma, c'est les effets dans le présent d'un événement passé. Eh bien, travaillons le trauma euh, dans un contexte sécure, dans l'ici et le maintenant. Je crois que c'est très important et non pas le travail qui consisterait à revisiter, retourner justement dans l'événement, dans le passé. Je pense que sur le plan thérapeutique, ce sont des outils, des manières de faire qui peuvent être très intéressantes en termes de protection, de facteurs de protection pour le thérapeute qui est exposé justement à des scènes qui sont parfois très douloureuses et qui peuvent amener jusqu'au traumatisme vicariant, comme tu le disais tout à l'heure, hein, clairement. Ce qui est clair, c'est que je crois que toutes les approches sont à peu près d'accord pour Mm, dire que le psychotrauma, c'est un trouble de la mémoire. C'est-à-dire que justement, quand on a un flashback, une reviviscence, c'est pas un souvenir. On ne se souvient pas, on revit quelque chose. Et donc, tous les enjeux, oui, alors on n'a pas parlé des modèles neurobiologiques qui sont aujourd'hui mm, passionnants et qui font beaucoup progresser sur la compréhension de ce qui se oui, passe, mais c'est justement de pouvoir ranger.
les symptômes traumatiques à leur place comme événement passé. Euh, Malheureux, douloureux, terrible, mais Ouais. passé. Je suis Et je là. suis assez d'accord avec toi, c'est depuis le présent qu'on voit ça. Parce que justement, la synthèse, c'est moi ici présent dans mon corps, aujourd'hui, dans cet espace. Voilà, c'est dans le présent que ça doit se travailler. Eh oui. Tu l'as dit tout à l'heure, juste, pardon, juste un dernier point qui me paraissait important, qui mériterait celui-là aussi d'être développé. Tu sais, quand tu évoquais le traitement par phase, en 3 phases historiques Oui, de Janet, finalement, dont chacun s'inspire beaucoup aujourd'hui, hein, finalement, oui, de manière transversale, finalement, d'une manière ou d'une autre. C'est plus ou moins sur ces phases-là que nous sommes. Euh, et, et- et je- et il reste encore du travail à faire, hein, clairement, lorsqu'on est sur cette troisième phase. Hein, je veux dire, la panacée n'est pas d'arriver uniquement à, eh bien voilà, maintenant on en arrive à traiter les traumas et c'était le nerf de la guerre. euh, Bah, tu le dis très justement et ça mérite un long travail aussi derrière. C'est pour ça que toutes ces thérapies prennent du temps. C'est maintenant, voilà. euh, Bah, qu'est-ce que je fais de ma vie et quel sens a ma vie? Et tu parlais tout à l'heure de croissance post-traumatique et je pense que c'est là que ça s'invite, au-delà de la résilience. Hein. Bien, merci beaucoup. Merci beaucoup pour vos échanges très riches et très instructifs. Il y a, voilà, ça a évoqué pas mal de questions, en tout cas déjà chez moi. Il y a eu deux questions sur le web. Je voudrais déjà qu'on y réponde parce que enfin, c'est une question qui est plutôt d'ordre, j'ai envie de dire, de définition pour bien comprendre les termes. La première question, c'est si j'ai bien compris, le trauma par omission serait la terminologie anglaise du traumatisme relationnel et plus précisément la négligence. Est-ce que vous pouvez à peu répondre à près. cette question? C'est-à-dire que pendant longtemps, on a considéré que les événements traumatiques, c'était des événements qui s'étaient ajoutés, des événements adverses, malheureux, Hmm. terribles, de la violence, des agressions physiques, sexuelles, euh, et que ça, c'était ça du trauma. Mais on s'est rendu compte qu'il y avait alors les anglo-saxons appellent ça le hidden trauma, le trauma caché. C'est-à-dire Ah aussi oui. qu'on ne voit pas, ou on peut appeler ça le trauma en creux, on peut appeler ça le trauma par omission, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a quelque chose qu'on aurait dû donner, de l'affection, de la protection, du par excitation, pour reprendre un terme psychanalytique, et que quand cela n'a pas eu lieu, ça corrèle en général avec des troubles de l'attachement, parce que ça veut dire qu'il y a quand même une défaillance dans la figure d'attachement, et que du coup, la fonction de régulation émotionnelle du donneur de soins, plus l'enfant est petit, plus elle est primordiale, n'a pas permis à l'enfant, alors il y a cette notion qu'on appelle la fenêtre de tolérance, qui est beaucoup utilisée aussi dans le Ouais. champ du trauma, c'est-à-dire cette zone où il y a une activation physiologique propre à une gestion harmonieuse, efficace de l'affect, en gros la synthèse de Janet. Donc ça se développe grâce à un attachement sécure et aux fonctions de protection que donne le parent. Et que si justement ça a manqué, s'il y a eu des omissions, eh bien la fenêtre de tolérance devient absolument mince, rikiki, et ce qui fait que on se dissocie, sachant que là la définition de la dissociation, c'est la sortie de la fenêtre de tolérance, soit par le haut, soit par le bas. Alors d'ailleurs, c'est là un des grands sujets de confusion dans la Hmm. littérature. Aujourd'hui, la littérature internationale anglo-saxonne n'a tendance à considérer que dissociatif que ce qui se passe en dessous. Ah oui. Dépersonnalisation, déréalisation. Mais, et c'est là que les postes janéciens sont quand même intéressants, c'est qu'ils disent que, bah oui, mais tout ce qui va au-dessus, les flashbacks, la reviviscence, c'est aussi dissociatif. Hmm. Mais c'est vrai que ce n'est pas les mêmes mécanismes, notamment cérébraux, et c'est probablement pas les mêmes voies de traitement. Oui. Je ferme la parenthèse. Donc c'est un des ingrédients qui concourt à créer un terreau propice au développement d'un trauma complexe. Ce qui Oui. manque, créer un terreau fertile pour, mais en général, les patients qui ont des traumas complexes, on va repérer et de l'omission et de la commission. C'est-à-dire qu'il y a et des carences, négligences et des maltraitances. Il y a du commission et des omissions, le plus Euh, souvent. Juste un petit mot très rapide, hein, Damien a très bien synthétisé tout ça. Je me souviens d'une auteure québécoise
qui parlait et c'est pareil, le terme, faut l'expliquer hein, pour qu'on comprenne bien, mais qui parle dans ces cas-là, quand on évoque l'omission, elle parlait des manquements d'amour, en fait. C'est-à-dire que, effectivement, là où ça aurait dû, en fait, voilà, eh bien, ça laisse place à l'absence, au vide. Donc, est-ce à dire que vous êtes en train de dire que il y a des types d'attachements, enfin, en particulier l'attachement désorganisé serait un terreau fertile, en tout cas, aux troubles dissociatifs traumatiques? Bon, moi, j'en suis assez convaincu. Et je dirais que d'autant plus que vont venir s'ajouter des événements adverses à type de commission, c'est-à-dire de la violence physique, de la maltraitance, de l'agression. Oui, pardon si je ne sais pas si tu veux poursuivre ou. Non, c'est OK. Non, 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 c'était tout. Mais effectivement, oui, pour rebondir, c'est ça le problème dans l'attachement désorganisé. C'est pour ça que c'est là où on retrouve le plus souvent la dissociation est très présente. C'est-à-dire que l'attachement désorganisé, c'est une forme c'est comme un conflit d'une certaine manière un peu insoluble en fait, hein. C'est-à-dire qu'à la fois, d'un côté, le besoin il y a à la fois le besoin d'attachement, de protection, et puis en même temps, d'un autre côté, comme je le disais tout à l'heure, cette même personne qui peut avoir des comportements, je sais pas comment, humiliants, gênants, rejetants, violents en fait. Donc, vous voyez, c'est-à-dire que c'est comme s'il y avait deux choses qui ne pouvaient pas cohabiter. Ça crée un paradoxe en fait. Séparément, elles existent, mais le problème c'est que elles sont censées cohabiter chez une même personne qui est le même pourvoyeur de soins. Donc, en fait, qu'est-ce que je peux faire chez moi que de n'impacter que justement, j'impacte à la fois, bien sûr, je veux dire, les deux entités, c'est-à-dire à la fois peut-être protection, sécurité et en même temps rejet, humiliation, honte, etc. Mais j'impacte aussi l'espace entre les deux, c'est-à-dire ce qui ne tisse pas entre les deux espaces. C'est ça le problème. Vous Et voyez? d'ailleurs, enfin, toi qui connais certainement bien mieux que moi les modèles systémiques, est-ce que justement le fameux double bind Oui. n'est pas un fabuleux une machine à créer de la dissociation? D'ailleurs, au Ouais. début, on avait cru que ça. Enfin, il me semble hein, que les chercheurs de Palo Alto avaient cru que c'était même que ça créait de la schizophrénie. Ils se sont revenus Oui. là-dessus. Mais je pense que ça crée de la dissociation au sens dissociation traumatique Je- du terme. Exactement. Enfin, en tout cas, je le partage, oui. Oui, ouais. Et je viens Complètement. de connecter Complètement. ça, et voilà. Ok. Oui, oui. C'est, Justement, pour rester dans cette idée-là, je t'ai en train de me demander, du coup, en vous écoutant, est-ce que d'après vous, si on reste dans le domaine de la famille, mais là, au niveau transgénérationnel, est-ce que vous pensez, tous les deux, l'un à l'autre, qu'il y a aussi une question de la transmission, une transmission du vécu traumatique, dissociatif, qui serait, je sais pas, comme vous disiez tout à l'heure, quelque chose par contagion, qui serait quelque chose de transmis de manière héréditaire, de manière transgénérationnelle? bah, Je pense que oui. Alors, ça ne se transmet pas comme un contenu qui viendrait s'imprimer dans le génome, même si on sait que maintenant, il y a l'épigénétique, des hmm, modifications du génome peuvent se transmettre. Mais je pense que oui, par simple phénomène d'apprentissage, de modelage, il y a une transmission, surtout des mécanismes d'adaptation à ce que pourraient être des contenus traumatiques. hmm. Absolument, oui, je dirais la même chose, c'est-à-dire que c'est pas en termes de contenu, mais c'est plutôt face à ce contenu devant lequel on mettrait un voile ou un mur, les stratégies qui vont être utilisées et mises en place pour justement faire tout ce qu'il faut pour ne pas aller vers ou ne pas y accéder, ou ne pas le rendre explicite en fait, hein, je sais pas, comme dans une histoire de famille ou je sais pas, une histoire de suicide, euh, par exemple ou de, je ne sais pas, d'histoires incestueuses dans la famille et qui peut se transmettre. Je dis pas non pas de transmission du comportement, mais c'est-à-dire justement, vous voyez, comme ces patients. Moi, j'ai une patiente là, tiens encore que j'ai vue hier, qui a découvert, alors on pourrait dire fortuitement, bon, peut-être pas de hasard en même temps, enfin, elle a découvert au bout de 40 ans de vie qu'elle avait été adoptée. Et en fait, en retraçant un peu l'histoire, elle me dit, mais évidemment,
on pourrait dire oui, c'est toujours facile, a posteriori. Mais quand même, on a une multiplication quand même des histoires qui fait qu'à bout d'un moment, on dit quand même, on peut pas être ignorant et ne pas tenir compte de ces éléments-là. Et elle me dit, il y a quelque chose chez moi, j'ai toujours su qu'il y avait quelque chose. Voilà. Et bien ce quelque chose, face auquel elle ne savait pas répondre, elle ne pouvait pas mettre de mots, elle ne pouvait pas remplir. Eh bien, c'est ça qui a créé la dissociation chez elle. Et la dissociation, elle l'exprime très bien, c'est-à-dire que ça s'est manifesté par, elle a eu des conduites addictives, des troubles alimentaires en particulier, elle avait du mal à créer du lien avec les autres, etc. Alors que rien d'autre pouvait l'expliquer. Et en fait, aujourd'hui, tout d'un coup, quand elle a fait le lien, tout s'est expliqué. Elle me dit, ben oui, c'est comme s'il y avait un truc là, un noyau, hein, qui était présent. Mais dans mon histoire familiale, et on a découvert que cette histoire s'était répétée puisqu'il y avait eu des phénomènes, il y avait eu d'autres adoptions cachées euh, à des générations au-dessus d'elle. Bon, c'est un exemple, donc oui, pour dire qu'effectivement, bien sûr, ça existe et qu'il peut y avoir une forme de transmission, soit dans la répétition parfois, ou soit justement dans tout ce qu'il faut pour le taire. Mais hein, vous pouvez toujours taire tout ce que vous voulez, hein. Ça peut briller par son absence. Du coup, ce qui me vient, c'est du coup, est-ce qu'il y a un lien là, ce que vous êtes en train de dire, est-ce qu'il y a un lien entre dissociation traumatique et amnésie traumatique? Ah bah complètement. L'amnésie traumatique est un des signes, si ce n'est le signe d'un phénomène dissociatif. C'est-à-dire il y a effectivement des informations, je reviens au modèle de Janet, qui sont restées pour le coup bloquées quelque part dans le subconscient. Et que c'est même, briller par son absence, c'est même, il y a plusieurs universitaires qui bossent sur la dissociation en France, la Géraldine Tapia à Bordeaux qui explique très bien ça. C'est-à-dire que les lacunes, les amnésies, les manques sont indirectement le signe de quelque chose de traumatique. Ouais, tout à fait. Ça fait partie des symptômes psychoformes négatifs, c'est-à-dire des fonctions qui ont été retirées. J'ai plus le souvenir, donc l'amnésie qui peut être sur des fragments du trauma, un temps plus ou moins long du trauma, voire sur des périodes de vie, c'est un des premiers signes d'alerte pour les cliniciens pour aller rechercher Oui. la dissociation traumatique et donc des traumas. Les, euh, on l'observe bien, effectivement, et je crois que je veux dire, le modèle par excellence, euh, c'est le trouble dissociatif de l'identité où on est capable, on dit aujourd'hui que l'amnésie, enfin voilà, ça peut être lacunaire, enfin des moments au cours de la journée ou euh, euh, est quasiment un marqueur en fait, hein. Alors c'est pas pathognomonique comme on dit, c'est-à-dire, il suffit pas de ça pour dire que quelqu'un souffre d'un TDI, attention, hein. Mais c'est un marqueur fort parmi tant d'autres, mais celui-là explique pour une bonne part, c'est-à-dire une des manifestations premières dans le trouble dissociatif de l'identité. Donc, et d'ailleurs, c'est pour ça que quand on s'intéresse à la prise en charge des traumas et traumas complexes en particulier, eh bien, dans l'investigation, quand on questionne, quand on échange avec nos patients, on voit bien, c'est-à-dire qu'on découvre aussi souvent qu'il y a quand je vais dire une forme d'incohérence. Quand je dis une incohérence, c'est-à-dire, et je reviens, je boucle, hein, je reviens à Janet, c'est-à-dire que, il y a des problèmes comment, je vais dire, d'intégration et de réalisation, c'est-à-dire que, il n'y a pas de continuité, la personne n'est pas en capacité de raconter une histoire cohérente en un tout, hein, qui crée une synthèse et qui est capable de dire, voilà, d'aller vers un soi, en fait, hein, d'une certaine manière. C'est-à-dire, voilà qui je suis, et on voit bien comment leur histoire souvent est ponctuée un peu comme un gruyère, en fait, hein, avec j'ai très peu de souvenirs. Et attention aux levées d'amnésie qui sont très très dangereuses, très à risque. Quand le patient avait oublié tout d'un coup tout le souvenir, les souvenirs traumatiques reviennent, c'est extrêmement bouleversant et le risque est important de passage à l'acte, notamment suicidaire. Donc il faut être euh, très très vigilant Mm, au lever d'amnésie. mm. D'accord. Et du coup, en miroir, est-ce qu'il y a un lien également avec les faux souvenirs? Ah.
Ça a été Tu la vas, réponse. j'y vais, comment Oui, ça a été ça a été le grand sujet. Voilà, historiquement, hein, je veux dire, si on remonte à l'époque des Freud, c'est-à-dire, c'est des expériences fantasmées. Bon, finalement, on s'est rendu compte que malheureusement, pour un bon nombre de ces patients, bah, c'était pas que des histoires fantasmées, hein. Bah, voilà, hein, donc, ensuite, ça peut être intéressant. Moi, je dirais, en tant que, là, je vais me positionner pour faire simple, en tant que praticien, en tant que thérapeute, je suis toujours vigilant, par contre, quand quelqu'un vient me voir en me disant, je veux faire une thérapie ou je travaille avec vous, ou par exemple, encore plus direct, c'est-à-dire, je veux faire de l'hypnose ou je veux travailler sur mes traumas, je dis, de quoi parlez-vous? Dit, bah, je sens que j'ai vécu des choses, mais je ne sais pas quoi, et mon intention en venant vous voir, c'est que vous m'aidiez à pouvoir mettre des mots et des images sur ces souvenirs-là. Bah, vous voyez, il est très important quand même de toujours aller questionner, je veux dire, l'intention de la personne, c'est-à-dire, et quand bien même, et imaginons que, bah, le temps d'après, l'idée, c'est d'en faire quoi, c'est pour arriver à quoi, qu'est-ce que ça va changer. Je pense que c'est important de projeter les gens et de bien discuter des intentions parce que bah, vous voyez, là, parce que c'est très facile, on l'a vu, hein, et c'est là où il faut être vigilant. Dès les années 70, notamment avec certaines pratiques, notamment hypnotiques, il faut le dire, quand on parlait des états du moi, etc., et qu'on le prenait pour argent comptant, c'est-à-dire et non pas sur un plan symbolique, métaphorique, hein, ces parties, en fait, elles n'existent pas, en fait, hein. Moi, j'ai toujours entendu, et les chercheurs et les cliniciens les plus récents disent attention. Prenons ça, tout ça sous forme métaphorique. C'est toujours la même personne qui est en face de nous, hein. Attention, eh bien, la question, voyez, d'être vigilant à la question des faux souvenirs, parce que l'expérience nous montre que de toute façon, si des choses doivent émerger, euh, elles émergeront en temps et en heure. On pourrait presque dire au sens ericksonien, faisons confiance à notre inconscient, hein, qui fait émerger. Donc, c'est plutôt en termes de prévention et qu'il y a un bon nombre de cas où, quand on parle de faux souvenirs, bah, oui, ils ont pu être induits. Ça peut arriver. On a des exemples, hein. On a des exemples de situations où le thérapeute, si lui-même est convaincu dans son modèle qu'ils existent, quand on cherche, on trouve. Je pense que l'expérience de la thérapie nous montre que quand on cherche quelque chose, si on en est convaincu, on finira par le trouver, je veux dire, d'une manière ou d'une autre. Donc, il faut y être vigilant. Mais en tout cas, moi, mon expérience, c'est que pour beaucoup de personnes, je veux dire, on n'était pas sur des faux souvenirs, hein. Alors, ça, c'est un modèle qui n'a pas beaucoup cours en Europe, mais il y a deux théories de la dissociation aux États-Unis qu'on appelle le modèle basé sur le trauma et le modèle socio-cognitif. Mm. Le deuxième modèle socio-cognitif critique beaucoup l'existence même parfois, dans sa forme extrême, des troubles dissociatifs de l'identité, Mm. argumentant que c'est une construction Oui. sociale et issue de suggestions poussées par les thérapeutes ou par des médias. Par exemple, il y avait une épidémie de personnes. Alors, avant de parler de troubles dissociatifs de l'identité, on parlait de personnalités multiples. Et il y a eu, dans les années 70, une épidémie, entre guillemets, de troubles de personnalité multiples aux États-Unis, Mm. suite notamment à la publication d'un roman qui s'appelait Sibylle, je crois, Oui. qui racontait une femme qui avait une personnalité multiple, etc. Et ça a déclenché une épidémie, et ça renforcé par certaines pratiques suggestives de psychothérapie. Par ailleurs, sur la question des faux souvenirs, alors moi je ne suis pas du tout un spécialiste de ces questions-là, mais de ce que j'en ai compris, moi c'est déjà un terme qui m'amuse parce que du coup je ne sais pas ce que c'est qu'un vrai souvenir, partant Mm. du principe que toute mémorisation est déjà quelque chose qui est retravaillé à partir des perceptions, d'une part, mais je pense qu'il y a des neurocognitivistes qui travaillent là-dessus et qu'il y a quand même des moyens pour savoir si effectivement le souvenir s'étaye sur des éléments concrets de réalité ou s'il est purement... voilà. Et ce sont notamment dans des conditions de rappel, je crois, qu'il le voit. Mais Oui. là, ça sort de mon champ de compétences. Mais en tout cas, c'est vrai que pour revenir à la posture du thérapeute, et voilà, on n'est pas policier et on n'est pas juge. Euh, Moi, mon parti pris, c'est de croire à la victime. Et voilà. Et après, moi, je me souviens comme ça, une de mes patientes qui avait vécu des agressions sexuelles par un membre de la famille, on avait décidé ensemble qu'elle voulait faire la révélation à ses proches, et elle voulait que ça se fasse en ma présence au cabinet. Et un des proches m'a demandé, mais
comment il m'a dit ça? Il m'a demandé, mais est-ce que son cerveau aurait pu imaginer tout ça? Mm. Et je lui ai répondu, peut-être, mais en tout cas, moi, je la crois. Voilà. Mm. Et bon, je suis normand, hein, ça peut paraître être une réponse de normand, mais elle était sincère. Et en tout cas, le monsieur censé satisfaire, apparemment. Voilà. Mais je l'ai cru. Et si on est dans une démarche où on ne croit pas, on ne peut pas être en posture thérapeutique. Eh bien, je suis parfaitement d'accord. C'est-à-dire que il y a deux voies, hein. C'est-à-dire la croyance, là, on vise croyance, je la transformerai en confiance. C'est-à-dire, c'est croire dans le sens de la foi, c'est-à-dire d'une manière, j'accepte d'une manière inconditionnelle. Mais c'est ça. Hein, je suis pas là pour, c'est pas la véracité, c'est pas la vérité. Il y a même des chercheurs qui disent que le TDI, en fait, est une construction métacognitive que le patient se fait pour donner du sens à ses symptômes. C'est-à-dire que, pareil, comme tu disais, il ne faut pas oublier que nos modèles sont des métaphores. Il n'y a Mm. pas, pour eux, il n'y a pas de personnalité multiple, mais il y a une construction cognitive qui permet de rationaliser en quelque sorte. C'est Euh, une manière, c'est ce que tu dis, c'est une manière de donner un peu de cohérence et du sens, en fait. Quelque Oui, chose qui n'en a pas au départ. et justement, là, il y a une question qui vient faire lien avec ce que vous dites là. Il y a une question qui dit, qui pose la question, c'est quel serait le lien possible entre dissociation et faux self? alors, le faux self, c'est un concept purement psychanalytique et winnicottien Mm. qui, pour ma part, ne m'a jamais été très très utile dans ma pratique clinique parce qu'une fois qu'on a dit que c'est du faux self, and so what, quoi. J'en fais quoi et voilà. Donc, moi, je pense effectivement que dans certains cas, alors c'est quoi ce faux self? C'est quelque chose de très désaffectivé, de pauvre, de factuel, de fonctionnel, et peut être l'expression d'une partie Mm. dissociée, amorphe, négative, qui ressent rien et qui prend le devant comme pour s'anesthésier. Hein. Il y a parfois, Johanna Smith décrit que des patients, par exemple, qui sont des espèces de, qui souffrent de dépression chronique, qui sont sans arrêt dans quelque chose de morne, c'est justement l'expression de quelque chose de l'ordre d'une dissociation étanche, chronique, dans le bas de la fenêtre de tolérance, et que même du coup, des fois, pour ressentir quelque chose et se sentir vivant, ils vont agir d'une manière très violente pour se déclencher des affects, des ressentis, etc. Donc je pense que dans certains cas, ce qu'on voit, ce qui apparaît comme étant faux self, est une partie dissociée assez anesthésiée qui a une fonction protectrice certainement. Et je pense Parce que aussi que finalement, certes, il y a ouais, l'attachement désorganisé, mais je pense que certaines oui, formes d'attachement évitant sont tout aussi dissociatives, je pense. Mm. Ouais. parce que finalement, on pourrait, une question qui pourrait être intéressante à creuser, c'est quand on dit cette personne est en faux self, c'est-à-dire, ça veut dire que il y a quelque chose chez moi que je perçois chez l'autre. Donc en fait, l'idée, c'est quoi? C'est que la personne retrouve, je veux dire, la voix, elle est d'abord que la personne retrouve, je veux dire, une forme de. Alors, l'inverse du faux self, c'est quoi? Ça serait, je veux dire, une personnalité unifiée, quoi, en fait, stable, enfin, ce qu'on appellerait, ce qui serait la définition d'une personnalité, quoi, c'est-à-dire des traits de caractère stables qui durent dans le temps, etc. C'est-à-dire, bon, moi, je pense que. On peut parler de faux self aussi en termes d'authenticité ou d'inauthenticité. On peut imaginer que dans ces versions dysfonctionnelles, pathologiques, parce que je pense qu'on peut tous l'être à certains moments, c'est aussi des formes d'adaptation à certains contextes. C'est toujours le même problème, c'est-à-dire c'est quand tout d'un coup ça devient rigide, figé, et que la personne finit par peut-être se raconter ou se mentir à elle-même. Euh, bon, là, ça manque d'intégrité, mais au sens de l'intégration, encore une fois, peut-être au sens janécien du terme. Oui, et puis dans les modèles neurobio, alors on n'a pas le temps de parler de ça, mais si ça vous intéresse, vous trouverez facilement sur Internet des vidéos d'une psychiatre qui s'appelle Muriel Salmona, que vous connaissez peut-être, qui est très active dans le champ de la prise en charge des victimes de trauma et qui explique bien justement le fonctionnement de la mémoire traumatique et de la dissociation, et qui dit que finalement la dissociation, c'est quand on ne peut pas ni combattre ni fuir et qu'on se fige, et figé, ça peut être faire le mort. Et avoir un faux self, ça peut être aussi justement, hop, faire le mort ou quelque chose qui s'en rapprocherait peut-être aussi. Mais c'est intéressant parce qu'on voit bien que tous ces sujets voilà, enfin, sont à cheval avec plein de disciplines, inévitablement, et qu'on est obligé, enfin, je veux dire, si on veut s'y intéresser, à les creuser
à plein de domaines, dans plein de domaines, et notamment différents domaines des sciences humaines en particulier. C'est ça qui est très riche, hein, inévitablement. Et je suis sensible à ce a dit Damien aussi, quand on parle aussi de modèles sociaux, c'est-à-dire aussi comment la société aussi peut venir faire ou défaire, voyez, une problématique, enfin ce qui va être identifié comme un moment une problématique. Et quand je dis tout ça, dans ma tête, je fais référence, par exemple, voyez, aussi à ce qui peut être aussi largement malheureusement valorisé, ce qu'on appelle la position victimaire dans le trauma. C'est-à-dire aussi comment la société va venir valoriser aussi ce type de position. Et je pense qu'il faut faire la distinction justement aujourd'hui. On voit trop, je veux dire, malheureusement, pardon, mon discours va être un petit peu plus politique au sens qui s'intéresse à la cité, hein, pas de, pas de courant politique, mais euh, on peut s'interroger, voyez, au-delà de tout ça, on peut s'interroger sur est-ce que nous ne sommes pas dans une société dissociée aujourd'hui? Quand on voit comment il s'agit de se positionner, c'est-à-dire on est soit avec, soit contre, quand on voit ce qu'ils appellent, alors on parle de segmentation, on parle de séparation, vous voyez, de clivage, c'est-à-dire que tu es avec moi ou contre moi, c'est-à-dire des oppositions, mais tout ça sont des expressions majeures de la dissociation pour moi. Donc, c'est Et, pour ça que, vous voyez, elle s'infiltre et elle est partout. et Donc, justement, là, vous voyez, là, il y a une autre question qui est un peu dans cette continuité-là, c'est la question de faut-il continuer à classer la psychose à part? Je continue la question pour vous la développer. N'y aurait-il pas une sorte de continuum dans la gravité des traumatismes qui irait pour les plus graves jusqu'à installer une vraie psychose ou bien un facteur particulier dans le trauma qui ferait basculer du côté de la psychose? Et y a-t-il des études en cours à ce sujet? Alors, je suis pas du tout spécialiste de la psychose, mais c'est une question qui anime la recherche. Il y a notamment un thérapeute EMDR allemand dont le nom m'échappe, Moscovitz, je crois, qui travaille beaucoup sur ces questions de la psychose. Et il y a aussi un chercheur français qui est maître de conférences à Tours, qui s'appelle Grégoire Baudin, qui a oui. travaillé cette question-là du trauma et de la psychose. C'est une vraie question. Il y a même aujourd'hui des gens, enfin, on va de plus en plus vers des modèles transthéoriques en psychopathologie et on pense que les catégories diagnostiques ne sont vraiment pas très pertinentes. Prenons l'exemple de la schizophrénie, il y a tellement de formes différentes que on ne devrait même pas dire la schizophrénie, mais les schizophrénies. Puis quand on regarde les symptômes psychotiques en population générale, il y aurait vraiment l'idée d'un continuum et qu'aujourd'hui, on s'intéresse plus à des processus psychologiques médiateurs entre des facteurs de risque qui soient individuels, sociaux, événements de vie et la production de symptômes, et qui remettent en question les classifications. En tout cas, moi, je suis de la génération comme Stéphane, on avait été formé à la psychopathologie structurelle, les psychoses, les neuroses. Ça, aujourd'hui, ça n'a plus d'aucune utilité. En tout cas, je ne trouve pas ça pertinent dans ma clinique. Et je ne sais pas si on peut penser au sein de basculer dans la psychose, pas, je ne sais pas. En tout cas, c'est pas ma spécialité. Donc, Moscovitz, j'espère que j'ai. Si vous avez une minute, je dois avoir un bouquin à lui, pas métier. Je voudrais Mais, pas mais tout à fait, C'est bien mais parce que ça me ça fait répond à la penser. question. Il y a une question de demande de bibliographie. Donc. Oui, oui, mais en attendant que Damien trouve la référence, Oh, zut, vous voyez, parce que je je peux l'ai bien. prêté où il est à la fac. Enfin, je ne l'ai pas avec moi, mais je crois que c'est Moscovitz. C'est un Allemand. Enfin, EMDR, psychose. Les mots-clés sur les moteurs de recherche, c'est EMDR, psychose, et vous Ouais. tombez sur lui à tous les coups. Voilà. Et Grégoire Baudin en français, qui a fait des articles en français sur trauma, dissociation et psychose. Donc, je ne peux pas répondre d'une manière claire, désolé à cette question. Mais voilà, j'espère que vous trouverez des éléments dans ces travaux. Mais en tout cas, ça peut en avoir. Je reviens sur ce fameux collègue psychiatre il y a une vingtaine d'années qui lui déjà parlait, hein, enfin à ce moment-là il en parlait, il parlait de psy, il disait mais dans certains cas la confusion est telle il parlait de psychose traumatique parce que on était dans un état tel de ce qu'on appelle de déstructuration, de désorganisation, de désintégration de la personnalité avec des symptômes florissants, hein, des symptômes positifs, hallucinatoires, etc., hallucinations, etc., que on peut comprendre facilement que de par la culture,
psychiatriques, psychopathologiques, eh bien, tous ces patients aient été traités pendant très longtemps comme des psychotiques, en fait. Oui. Et donc avec des traitements pour la enfin des antipsychotiques notamment. C'est, et qu'ils étaient pris en charge. Parce qu'ils étaient dans un état parfois ouais, de désagrégation, de désagrégement, je ne sais pas comment le dire, c'est des termes anciens, mais je trouve qu'ils sont appropriés. Et qui fait et alors que en fait ces personnes relevaient de prise en charge qui relève plutôt de prise en charge traumatique, de traumatisme. Oui, alors c'est important de ne pas confondre un tableau traumatique et un tableau psychotique, sachant que on peut aussi avoir et une psychose et un trauma, et que Absolument. notamment, il y a des études qui montrent, alors je ne les connais pas bien, mais que bien sûr, il y a plus d'antécédents traumatiques chez les patients souffrant de schizophrénie qu'en population générale, mais enfin ça c'est vrai à peu près de toutes les psychopathologies, hein. C'est-à-dire, quand j'ai commencé à m'intéresser au trauma, bossant en psychiatrie adulte, quand j'ai commencé à chercher, il n'y a pas un patient quel que soit le motif d'hospitalisation, dépression, suicide, trouble anxieux, Ouais. perso, le trauma est partout. Quand on le cherche, on le trouve aussi. Mais oui, il y a des études qui montrent que, bien sûr, on pouvait s'y attendre, des antécédents traumatiques chez un patient souffrant de schizophrénie a un effet qui amplifie, qui majore les symptômes. Mais alors, Oui. je crois qu'il y a même des études qui vont jusqu'à dire que certes, les symptômes positifs, fonction de tel type d'événement, il y a toute une littérature scientifique là-dessus, assez abondante, mais c'est une vraie question et c'est un vrai débat. Psychose, trauma, est-ce que Là, même chose, des différences, ça fait partie. effectivement, ouais. Parce que je crois savoir que justement, en plus, je vais dire, euh, la psychose, la psychose augmente, c'est peut-être ce que tu disais, remarque, hein, mais la psychose augmente considérablement le risque d'être confronté à des événements traumatiques. Aussi, bien sûr, Hein. ça marche dans les deux sens. Et puis, quand même, puisque vous voulez des références bibliographiques, en France, il y a un chercheur qui s'appelle Alexis Van Capel, qui est à Tours, et qui travaille en TCC. Alors, il est très sur les modèles nord-américains, mais il Mm, propose effectivement, il est en train d'élaborer, de tester un modèle de prise en charge TCC de la dissociation. Mais plus à entendre, effectivement, dans l'école nord-américaine, mm. plutôt une tendance à s'hypo-activer. Euh, D'accord. voilà, en gros, quelques Euh, références françaises et il y a pas mal de bouquins sur le sujet en français maintenant Parfait. Bah, qui parlent merci. de ça. Merci, merci. C'est vraiment très intéressant. On a même débordé un petit peu. Donc, Ouais. Ah oui, je prie de désolé. nous excuser auprès des participants qui nous écoutent, mais qui sont bien présents, hein. Donc, donc ça intéresse bien tout le monde. En tout cas, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a un petit mot de fin et juste pour clore cette soirée, Stéphane? Eh bien, un mot très simple, juste un mot de remerciement, et en particulier un remerciement à toi, Damien, parce que euh, eh bien, j'étais à la fois bien présent et en même temps, je dirais peut-être une petite dissociation qui me permet de dire que j'ai particulièrement, vraiment particulièrement apprécié notre échange. Et je te remercie d'avoir partagé avec nous ton expérience, tes connaissances, ton savoir, et d'une manière très humble et très accessible. Donc, merci à toi. Merci, c'était un plaisir d'échanger avec toi. Je suis un peu frustré. Moi, je serais bien resté encore à discuter 2 heures, mais parce que la dissociation est un sujet intarissable. Il faut savoir Oui. s'arrêter, mais expérience à renouveler. Merci beaucoup. J'ai trouvé nos échanges très riches et je repars avec plein d'idées aussi. Donc, merci infiniment. Merci. C'était en effet très clair, très riche, très intéressant. Merci. Et si je comprends bien, on va avoir le plaisir de vous revoir au congrès déjà, Avec grand plaisir. Ouais. En chair et en os, en cette chair et fois. en os, en Ouais. vrai et en entier. Bien, bah écoutez, je vais vous remercier. Je remercie aussi tous les webinaires qui sont là, qui nous ont écoutés, qui nous ont envoyé leurs questions. Et puis, on va vous dire, on va vous souhaiter une très bonne soirée. Eh ben, Merci. merci à Au revoir. tous et merci de nous suivre. Au revoir. Au revoir. Bonne Merci. soirée.